Bien, et bien, rebonjour à toutes et tous pour cette deuxième partie de la matinée, pour laquelle nous avons un léger retard, mais bon, c'est pas bien grave. Là, la thématique qu'on va aborder maintenant, dans une certaine mesure, s'inscrit dans la continuité de la précédente, puisqu'on va à nouveau être dans une forme d'interrogation de certaines normes concernant les modalités relationnelles, également un peu aussi sexuelles, même si cet axe-là sera davantage poursuivi lors de l'après-midi. Et pour ce faire, nous avons souhaité interroger la question de ce qu'on peut appeler les amours pluriels, et plus largement, sur le plan relationnel, les diversités de possibilités d'être en relation. Alors pourquoi cette thématique ? Personnellement, j'avoue avoir été à l'initiative de la mise en place de cette thématique pour cette journée. Pourquoi ? Alors à différents niveaux, donc peut-être commencer par me présenter également. Moi je suis Nicolas Mendes, mes pronoms sont Iliel, je suis psychologue, sexologue et également polyamoureux. Et je me suis intéressé au polyamour dans une approche tout à fait personnelle. Et j'ai découvert que, alors, puisqu'initialement, je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose. Puis en fait, j'ai découvert qu'il y avait énormément de littérature sur la question, énormément de ressources en ligne. Malheureusement, en tout cas, le constat aussi a été fait qu'il y avait beaucoup de ressources qui n'étaient pas en français. Alors, elles existent, bien sûr, mais elles sont assez peu nombreuses. Et par contre, il y a énormément de choses qu'on trouve en anglais, mais qui ne sont pas traduites en français. Et donc, je trouve aussi qu'on parle vraiment trop peu alors pas simplement du polyamour, mais de toutes les formes de non-monogamie consensuelle ou éthique. D'ailleurs, peut-être qu'on discutera de cette distinction. Et la diversité, en fait, qu'incarnent ces possibilités de relationnel et qu'elles s'inscrivent dans la diversité aussi de nos accompagnements en tant que professionnels de santé, dans nos accompagnements avec nos patients-patientes. Donc, voilà, du coup, je vais peut-être te passer la parole. Bonjour, moi je suis Emma Font, je suis psychomotricienne du coup et sexologue, membre du RSSP depuis quelques mois. Et donc moi effectivement j'ai rejoint Nicolas sur ce projet, sur cette thématique, avec pas mal de questionnements sur le fait de comment accompagner effectivement les personnes dans leur façon de relationner et surtout dans le processus, toutes les transformations, toutes les nuances, tous les réajustements qu'on peut tous et toutes vivre dans nos manières de relationner, et donc de pouvoir accompagner les personnes sur cet accompagnement-là et sur cette réinvention un petit peu de leur façon de relationner. Et puis en préparant aussi cet échange, il y a beaucoup eu la question de la hiérarchisation des relations qui m'est revenue, et la question un petit peu des relations affectives et sexuelles qui ne vont pas forcément être hiérarchisées de la même façon que les relations amicales, familiales. Et donc voilà, peut-être qu'on aura le temps d'aborder un petit peu ça aujourd'hui ensemble ici aussi. Merci à toutes les quatre, en tout cas, d'être présentes avec nous pour cette table ronde aujourd'hui. Je vais présenter du coup deux d'entre vous et puis Nicolas terminera du coup cette présentation. Donc Gwen et Cal, merci d'être présente avec nous. Vous êtes donc sexologue, éducatrice à la sexualité et thérapeute de couple. Vous êtes promotrice d'une sexologie à soi, spécialisée dans l'accompagnement de personnes en non-exclusivité, et vous êtes également co-autrice du livre Sexo-Queer, paru en 2024. Julia Torlet, présidente de SOS Homophobie, autrice et professeure de lettres classiques. Merci à vous aussi d'être présente. Merci. Nous avons également Juliette Orange, qui est psychologue clinicienne, sexologue, et qui a réalisé un travail de recherche en sexologie consacré au mouvement sex-positif. Nous avons également la chance d'avoir Marie-Claude Larcher, qui nous vient du Canada, qui est autrice et blogueuse, autrice de 2 ouvrages sur le polyamour. Un premier sur la thématique de la compersion, qu'on aura probablement l'occasion de définir pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce terme. Transcender la jalousie dans le polyamour, qui a été publié en 2017. Et plus récemment, pourquoi pas le polyamour en 2024. Voilà, donc merci à vous 4 d'être avec nous ce matin. Alors, pour commencer, on va peut-être
justement s'accorder sur des points un peu de vocabulaire et de définition, puisqu'on a choisi d'intituler cette table Amour pluriel et diversité relationnelle, mais qu'est-ce qu'on peut entendre par ça? Il y a également un grand champ lexical qui se rapporte à la non-monogamie consensuelle. Qu'on va, alors on va faire des choix éditoriaux, on va pas pouvoir tout définir, mais on a fait le choix de définir certains de ces mots qu'on souhaite aussi mettre en réflexion ce matin. Donc, je vous propose donc que chacune puisse un petit peu nous donner sa propre définition et également de définir des termes que vous souhaitez, certains sont là, mais on peut en ajouter d'autres, et de l'enrichir de votre expérience et de votre expertise sur qu'est-ce que les diversités relationnelles vraiment pour vous. Et c'est dans l'ordre que vous souhaitez. La personne qui souhaite prendre la parole prend le... Donc, je vais me lancer sur la compersion. Pour moi, c'est le sujet le plus évident. Donc, la compersion, c'est le sentiment de joie qu'on peut ressentir lorsqu'on constate le bonheur de nos partenaires, le bonheur qu'ils partagent avec leurs autres amoureux, amoureuses. Vous me faites signe si mon accent est incompréhensible. Okay. Donc, c'est tout simple. C'est le mot peut laisser l'impression que c'est un concept très étrange, et pourtant, ressentir le bonheur d'autrui, c'est quelque chose qu'on vit tous dans notre vie, mais souvent, ce n'est pas dans le contexte des relations plurielles. Ça va être dans le contexte de je suis heureuse pour mon enfant qui a du plaisir, je suis heureuse pour mon ami qui a une promotion. On ressent cette émotion dans d'autres contextes, mais on l'a importé dans le polyamour. On lui a donné un nom parce que, à mon sens, c'est une émotion qui est fondamentale. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas nécessaire, et ils ont raison aussi. Mais pour moi, quand je suis devenue non monogame, j'ai senti que si je voulais vivre le polyamour de la manière la plus savoureuse, la plus optimale, pour moi, c'était nécessaire de développer le sentiment de compersion. Et j'ai fait ça, j'ai fait ce processus-là en écrivant le livre dont moi, j'aurais eu besoin à mes débuts. Super, merci. Est-ce que vous voulez nous dire en même temps ce que vous définissez justement par diversité relationnelle, un petit peu sur ce thème, pour que chacune puisse en dire un petit mot? Pour moi, la diversité relationnelle, c'est que chacun puisse faire un retour sur soi et se demander, moi, de quoi j'ai besoin? Moi, qu'est-ce que je veux? Et du coup, on se retrouve avec autant de réponses qu'il y a d'individus. Parce que ce que moi, je veux, ce n'est pas forcément ce que la personne devant moi veut. Et puis, on peut définir à chacun un modèle relationnel qui nous rejoint dans toutes les possibilités que ça ouvre. Super, merci beaucoup. Est-ce que l'autre d'entre vous souhaite... Je fais juste un petit lien sur la diversité relationnelle, du coup, pour après... Et je rejoins totalement ce que tu dis, et notamment, je sais que moi, dans ma clinique au cabinet, j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont dans des relations plus normées. On revient à la table ronde juste avant. Je pense que ça va faire beaucoup de liens d'ailleurs entre les deux. Et je trouve que en fait, cette question de diversité relationnelle, elle est aussi intéressante au sens un peu de l'empouvoirment, c'est-à-dire pour pouvoir aussi donner en fait à chacun le pouvoir de réfléchir avec une diversité de choix et non quelque chose d'imposé qui en fait finalement ne donne même pas le choix. Choisir, c'est pouvoir avoir plusieurs possibilités égales. Alors c'est là où on revient encore à celle d'avant, où voilà, s'il y en a une qui domine, du coup le choix va être peut-être moins éclairé, et peut-être que la diversité relationnelle, c'est apporter un choix éclairé sur sa manière de relationner. Voilà. Absolument. Et si je peux me permettre de poursuivre, je trouve également très intéressant le référentiel non monogame ou polyamoureux, également dans l'accompagnement des personnes monogames. Absolument. Oui, peut-être que quelqu'un va l'aborder, je crois, mais aussi il y a la question que selon le moment de sa vie, on peut aussi justement choisir cette monogamie ou cette non-monogamie. Voilà. Super. Merci.
Oui, je peux en profiter effectivement pour définir sexe positif, du coup. Alors, le mouvement sexe positif, donc je me suis rendu compte que c'était quand même relativement peu connu, alors que je trouve assez intéressant. C'est un mouvement, du coup, qui découle du mouvement féministe des années 80, pro-sexe, et donc c'est les actrices porno et les travailleuses du sexe, qui, en fait, dans les années 80, se sont, du coup... on revient à la question un peu de l'empouvoirment, se sont dit que finalement elles n'étaient pas obligées de subir cette sexualité, mais qu'elles pouvaient choisir aussi d'être du coup dans le travail du sexe et dans le travail du sexe, dans la pornographie, et que découlait du coup une sexualité dite positive. On a beaucoup tendance à parler de la sexualité dans la société vectrice de violence, on va se protéger des choses, il faut faire attention. La sexualité est beaucoup définie comme ça, notamment même dans l'éducation sexuelle, beaucoup. La sexualité, on ne parle pas du tout de plaisir, on ne parle pas d'épanouissement, on ne parle pas de tout ça. Et le mouvement sexe positif, c'est vraiment l'idée d'essayer de rendre positive la sexualité en mettant évidemment un accent très très fort sur la question du consentement, parce qu'un épanouissement ne peut pas venir sans la question du consentement, l'inclusivité, la déstigmatisation de certaines normes, donc y compris relationnelles, de pratiques sexuelles, d'orientation sexuelle, etc. Donc voilà, en gros, le mot. Et donc ça passe par des ateliers, quelque chose de politique, donc des mouvements de pensée, mais aussi des espaces safe pour pouvoir explorer cette sexualité avec du coup cette liberté et cet épanouissement, tout en garantissant cette protection. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ça va être compliqué de définir tout ça, sauf si on a 3 heures devant nous. J'aime bien la définition que tu as donnée, en tout cas au niveau de la compersion. Moi, ce que je dis aussi souvent dans ma clinique, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent... moi, j'ai quasiment exclusivement, pour le coup, des personnes non exclusives et du milieu LGBT. Donc, c'est vrai que j'ai un biais à ce niveau-là. Mais j'aime bien dire que la compersion, c'est le sentiment qui va arriver au fil des expériences positives lorsque l'on vit des relations non exclusives. Et ça, c'est important parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent et des fois qui me disent un peu comment on fait pour devenir compersif, comme si en se tapant la tête contre un mur, ça allait arriver d'un seul coup. Et non, donc cette idée aussi que ça vient au fil des expériences positives. Tu as parlé de savourer. Et lorsqu'on savoure, on va ressentir à un moment cette compersion. Ensuite, les définitions de l'amour, je pense qu'on reviendra un peu dessus. Cette définition des diversités relationnelles, je trouve qu'elle est hyper complexe parce qu'il y a à la fois, ce que vous avez dit, la notion de choix et d'individualité, c'est comment on peut choisir sa norme, entre guillemets, à soi. Mais en même temps, il y a l'autre volet, et ça s'inscrit sur la table ronde juste avant, de ce qui existe, des modèles relationnels. Et là, j'ai envie de dire existants et qui sont visibilisés. Et ces deux liens sont importants parce qu'il y a des choses qui existent mais qu'on ne sait pas. Et c'est là où la non-exclusivité, aujourd'hui, il y a un basculement, pas dans le fait que ça n'existait pas avant, parce qu'en fait, si on regarde à l'échelle de l'histoire, la non-exclusivité, elle est là depuis très très longtemps. La différence, c'est qu'elle était sous d'autres formes et qu'elle n'était pas forcément affirmée. On n'en parlait pas, en quelque sorte. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Après, dans les définitions qui sont mises là, alors moi j'aime bien, c'est vrai que des fois je vais peut-être paraître un peu critique de chaque élément, c'est pas pour être rabat-joie, c'est plutôt pour le ramener à de la clinique et aussi parce que toutes les choses sont nuancées, vous parlez de nuances et je pense que c'est essentiel. Moi j'aime bien souvent dire que ramener un peu à l'origine du mot un peu libertinage, le libertinage à l'origine c'est des personnes qui étaient adeptes de la pensée libre et donc qui sortaient en fait des normes qui étaient inculquées pour et c'était une vision qui était politique et au XVIIIe siècle quand cette pensée est arrivée, une des façons de discréditer ce mouvement ça a été de dire mais regardez ces personnes parce que certains libertins mais pas tous avaient une sexualité libre et donc une façon de le discréditer ça a été de dire regardez vous pouvez pas faire confiance à ces personnes là, ils font du sexe, c'est un peu ils font du sexe sans sentiment et avec d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas complètement éradiqué ce truc-là en nous. Et d'ailleurs, une des hypothèses que j'aimais, c'est que si le polyamour a le vent en poupe, entre guillemets, c'est parce qu'on parle d'amour pluriel. C'est un peu sexy d'aimer plusieurs personnes et ça vient valider le fait d'avoir de la sexualité à plusieurs avec des gens qu'on aime. C'est mieux que de faire un gangbang, quoi. Donc, en gros, il y a des choses où on accepte s'il y a des sentiments, généralement... Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, je ne dirais pas qui.
Mais en tout cas, dans notre société, voilà, on va plus accepter que les personnes aient de la sexualité plurielle s'il y a des sentiments, parce que c'est un peu beau, c'est roudoudou et c'est tout joli. Par contre, si c'est des sexualités tarifées, c'est pas accepté. Si c'est certaines pratiques, ça va être tout de suite jugé. Et donc, je pense que la moralité, on est toujours un peu dedans. Et pour le sexe positif, bon, la définition a été donnée, était parfaite. Moi, ce que j'aime bien quand même dire, parce que je pense qu'on l'abordera, c'est qu'on parle souvent de néo-libertin, et je suis assez d'accord parce que c'est un mouvement qui est extraordinaire, même s'il y a encore des espaces où on se rejoue finalement des choses de la culture masculine, hégémonique, sous d'autres formes et sous des paillettes. C'est un peu plus joli que dans un club libertin, entre guillemets, à l'ancienne. Et quand même une toute petite définition qu'on entend souvent au niveau du consentement, qui vient un peu dans l'idéologie, et ça qu'on peut quand même voir en pratique. On dit souvent que dans le milieu libertin, tant que c'est pas non, c'est oui, et dans le milieu sexe positif, tant que c'est pas oui, c'est non. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve dans les codes du milieu, une différence qu'on peut avoir entre le milieu libertin et sexpo, même si, encore une fois, il y aurait de quoi le nuancer, parce qu'en fait, ça induit aussi des biais à plein de niveaux. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste ni du polyamour, ni de la non-exclusivité. Moi, je travaille sur les questions LGBTI. Mais ce que je trouve intéressant dans cette question de diversité relationnelle, c'est l'aspect plutôt politique de la diversité. C'est-à-dire que quand on parle de diversité, on parle forcément en creux de normes, et ça rejoint ce qui a été dit sur la table ronde d'avant. On a beaucoup évoqué ces questions de normes. Et ce que je trouve intéressant quand on considère la norme, donc là en l'occurrence sur les questions relationnelles, on parle essentiellement d'hétéro-cis-normativité, de cette présomption que chacun, chacune serait forcément hétéro, serait forcément une personne cisgenre. Quand on parle de diversité, on parle nécessairement de ce décalage qu'il peut y avoir et qu'il y a malheureusement encore beaucoup à l'heure actuelle, entre le besoin ressenti, entre ce qu'on a profondément en soi, et les relations qu'on va développer. Et a fortiori, les relations qu'on va développer de manière visible, de manière assumée, dans l'espace public, auprès de ses proches, etc. Et je trouve que c'est cet écart-là qui peut être intéressant justement dans la diversité, parce que c'est pas forcément parce qu'on a une identité qu'elle soit identité de genre, qu'elle soit orientation amoureuse, sexuelle, qu'on va vivre cette identité et qu'on va la vivre au grand jour. Et donc c'est à ce moment-là, je trouve que la diversité devient intéressante parce que dans le fait de vivre ses besoins, ses envies, il y a un choix politique qui est un choix qui consiste à s'assumer, à avoir une certaine visibilité. Il y a un choix politique là-dedans. Et ça, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans la question de la diversité relationnelle. Merci. Alors moi je dirais même il y a un choix, il y a un coût parfois aussi à ces choix. Mais bon, on en parlera peut-être. Merci pour ce premier tour déjà de définition de premières bases sur lesquelles on s'accorde. Moi je vous propose du coup de commencer avec la première question qu'on vous propose. Aujourd'hui, les diversités relationnelles peuvent être source de beaucoup d'intérêt, mais également, on l'a dit un peu déjà, de grandes critiques à différents endroits. Alors, parmi ces critiques, on peut retrouver la question des hiérarchies établies entre les différentes formes de relations. On distingue le couple, les relations de couple, des relations amicales, des relations familiales. Quelles frontières, observez-vous entre celles-ci? Comment donner de la valeur aux relations, quelle que soit leur étiquette, portée par celles-ci? Également, la place de la liberté dans les relations et de l'engagement éthique vis-à-vis des partenaires. Aussi la place et la définition de l'amour dans ces relations. On l'a évoqué tout à l'heure, on a nommé l'amour. Également dans les relations affectives et ou sexuelles. Donc finalement, de votre expérience, comment jugez-vous ces a priori et qu'est-ce qui, au contraire, vous semble être important de souligner ou de rappeler, ou bien simplement d'informer, d'ailleurs, en termes de réalité des pratiques ou non, et non pas des fantasmes ou des stéréotypes? À nouveau, qui souhaite commencer? On peut faire... Merci.
C'est difficile d'y aller parce qu'il y a 4-5 questions dans la... Alors, je vais peut-être commencer par parler des hiérarchies. Je suis devenue polyamoureuse par accident. C'était absolument pas prévu. Au départ, mon mari et moi étions libertins et on a décidé qu'on avait un threesome, un plan à 3, avec ma meilleure amie que je connaissais depuis une vingtaine d'années. Du coup, le sexe s'est mélangé avec l'affection. On est tombés amoureux tous les trois et c'était pas prévu et on connaissait personne d'autre qui avait vécu un truc comme ça. Et rapidement, la question qui s'est posée, c'était comment on allait gérer le fait que on était un couple marié, on avait 3 enfants, on était ensemble depuis longtemps et notre amoureuse était célibataire. Et donc, égal, pas égal, c'était vraiment une question à laquelle on ne pouvait pas se référer à de la littérature, on n'en trouvait pas à l'époque. Et je dirais que même en ayant de la littérature, ça a été un soul searching, ça a été vraiment de retourner à l'intérieur parce que pendant longtemps, je me disais, je vais prioriser mon mariage. Seulement ne serait-ce que parce que ça faisait longtemps que j'étais dans cette relation, c'était pour moi primordial. Puis il y a eu des mouvements qui disaient « Ah oui, mais tout le monde doit être égal. » Alors j'ai essayé ça. Ça a été un grand moment de solitude. J'ai essayé de le vivre parce que ça me semblait être un idéal à atteindre, quelque chose de plus évolué. Et quand on s'imagine que quelque chose est plus évolué, on veut aller par là. J'ai poussé fort pour vivre cette égalité dans les relations, puis je me suis rendu compte que finalement, certaines relations ont le potentiel, ont tout bonnement un plus grand potentiel que d'autres. Et alors, il y a quelque chose d'injuste de dire je vais diminuer les possibilités de cette relation-là pour pas que cette relation devienne supérieure ou plus importante que d'autres relations qui ont moins de potentiel. Finalement, j'en suis arrivée à me dire c'est la relation qui se définit elle-même dans son importance. C'est pas moi qui vais mettre une hiérarchie et dire ah ça c'est plus important, ça c'est moins important. La relation, si je la laisse s'épanouir à son maximum, c'est là que l'importance va se décider. Merci beaucoup. Est-ce que l'une d'entre vous veut... Ouais. Oui, moi, j'ai envie de réagir sur peut-être 2 notions dans ce que tu viens de dire. La première, c'est que je sais que moi, en découvrant aussi un petit peu le polyamour et en lisant un petit peu, parce qu'en fait, il y a énormément quand même de choses qui me permettent de mettre des mots sur des choses qu'on vit en se disant justement c'est normal, c'est pas normal. Et on dit ah, ok, en fait, ça existe et ça fait déjà beaucoup de bien. Puis ça permet en plus après de critiquer, de se situer dedans ou pas, en tout cas de pouvoir se situer. Et je me souviens très bien avoir du coup lu un peu la question ce qu'on appelle un peu les vases communicants. L'idée que, en gros, des relations, si on en multiplie, notamment qu'amoureuse, parce que ça ne marche pas dans la famille. On peut avoir plusieurs enfants, on ne va pas dire ah bah non, mais du coup, si j'en ai un, du coup, après, je vais diviser par 2, par 3. En fait, si j'en ai ça ne marche pas. Mais par contre, dans la question du polyamour, il y a vraiment cette question. C'est une critique qui est beaucoup amenée de dire on peut pas. En fait, si on aime quelqu'un d'autre, on va enlever de l'amour à une première relation, comme si il y avait effectivement un liquide, un vase. Bon, voilà, vous avez compris. Je ne sais pas. Et je trouve ça assez intéressant parce que j'ai été amenée à notamment parler de cette figure de vase communicant avec un patient que je reçois depuis peu d'ailleurs, qui lui n'est pas du tout dans la diversité relationnelle, en tout cas qui est dans une relation exclusive hétérosexuelle assez normative. Et en fait, il s'était séparé de son ex-compagne et il nourrissait une nouvelle relation. Voilà, et il avait du mal, il était encore dans le deuil de son ancienne relation et il disait mais je comprends pas, c'est horrible, je suis en train de... En fait, si je suis avec ma nouvelle compagne et que je pense à mon ex, sachant que c'était une relation, voilà, il fallait faire un deuil, c'est normal que ça existe encore, il peut pas... du coup, je la trahis et puis je l'aime moins. Enfin, il y avait quelque chose, une espèce de conflictualité comme ça, des deux en même temps, et je lui ai donné cette image en disant, vous savez, c'est pas des vases communicants, ça peut tout à fait être parallèle et exister ensemble, et c'est pas un souci. Et en fait, depuis que je lui ai dit ça, il dit... Ah, et il est revenu, il m'a dit, ça m'a vachement soulagée, du coup c'est bon, c'est clair dans ma tête. Voilà, tout ça pour dire aussi que ça peut être très, très intéressant, peu importe finalement si on se situe dans un couple non monogame ou monogame, de pouvoir penser ces notions-là.
Peut-être que très rapidement aussi, ce que ça me faisait penser, c'est effectivement la question hiérarchique et non hiérarchique. C'est peut-être, enfin, la hiérarchie implique une certaine domination, oppression, on pourrait se dire ça en tout cas, ce qui est peut-être là un petit peu dérangeant. Là où en fait, si on parle peut-être plus d'asymétrie ou de différence des places et des fonctions, ça fait plus sens. Et là, je rejoins avec la question de la famille, par exemple, où en fait, si on met tout le monde à la même place, tout le temps, et que il n'y a, justement, c'est anarchique, je le dis, voilà, un peu. En fait, il y a quelque chose qui va plutôt mal se passer. Par contre, si chacun est à sa place différenciée, là, ça se passe bien. Et c'est peut-être la même. Enfin, c'est peut-être un petit peu ce que tu décrivais ou ce que j'avais l'impression que ça pouvait évoquer. Voilà. Oui. Bon, voilà. Merci. Alors moi, je me rappelle plus du tout des questions, donc je vais réagir déjà à ce qui a été dit et vous nous relancerez si c'est OK. Cette question des hiérarchies, je pense que c'est une question qui revient tout le temps dans la question de la non-exclusivité de façon générale. Et d'ailleurs, donc c'est vrai que j'ai un peu oublié la fin de ce que je disais tout à l'heure, mais quand je parlais du libertinage, je voulais dire que du coup, tout le monde fait un peu partie de la famille des libertins au sens originaire du terme. Donc je vais dire libertin pour tout le monde. Et voilà, il ne faut pas trop le dire. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on mélange les termes, mais ce n'est pas pour parler de la façon dont les gens le vivent spécifiquement, mais dans cette philosophie. Et donc, pour tous les libertins, finalement, il y a toujours un peu cet enjeu qui va aussi avec la découverte. Et lorsque les personnes découvrent des nouveaux milieux, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'appréhension. Et donc, je pense qu'à travers la question de la hiérarchie, il y a la question du contrôle. Essayer de contrôler finalement qu'est-ce qui est OK ou pas, qui se situe à un endroit ou non. Parce que ce qui fait peur en réalité, c'est que s'il y a une nouvelle relation, c'est que la personne s'engage plus et que l'autre prenne la place d'eux. Enfin, il y a toujours en fait derrière cette notion. C'est la peur que l'autre prenne la place de quelqu'un, mais aussi, pour les personnes comme dans ton histoire, c'est la personne qui est célibataire d'être utilisée, objetisée ou effacée, par exemple par rapport à un couple. Donc cette question des hiérarchies, elle vient à la fois mettre sur la table la question des pouvoirs et des dynamiques entre les personnes, mais aussi le contrôle au fil du temps. Généralement, ce que j'observe et ce que j'avais observé pour mon mémoire de sexo, c'est que en fait, les personnes qui restent non exclusives très longtemps, c'est encore a priori pas le cas pour beaucoup. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester sur des temps courts, mais si on prend plus de 20 ans, c'est pas la majorité des personnes. Il y a souvent, les gens vont et viennent et c'est OK aussi. Mais en tout cas, on observe au fil des années que les personnes peuvent beaucoup plus se détacher des étiquettes et des hiérarchies et où finalement il y a une fluidité qui arrive. Donc au départ, le fait aussi d'avoir ces hiérarchies socles, est-ce qu'on est libertin, est-ce qu'on est polyamoureux, est-ce qu'on est comète, est-ce qu'on est... Bref, tout le vocable, c'est quelque chose qui vient rassurer parce que les personnes voient une identité, entre guillemets, ils peuvent mettre un mot dessus, mais on observe qu'au fil du temps, ça devient plus fluide. Et quelque chose que je trouve assez drôle, en tout cas dans ma clinique, c'est que j'ai eu parfois par exemple des personnes qui se disaient polyamoureux et qui vivant mal le fait de ne pas avoir des amoureux présentement, essayer de me dire non, mais quand même, j'ai cette personne là tout au loin que je vois une fois tous les 3 ans, qui est quand même un amoureux, ce qui est aussi véridique au sens où l'amitié est aussi vécue comme une forme d'amour. Et ça a cet avantage-là dans le polyamour d'avoir remis l'amitié, je trouve, en tout cas, au centre. Et à l'inverse, j'avais des libertins qui me disaient « Ah non, mais c'est pas du tout un amoureux, je le vois juste 3 fois par semaine depuis 10 ans, et cette personne va en vacances avec nous. » Et je trouve toujours assez intéressant de voir à quel point, des fois, ces idées hiérarchiques que les personnes ont en tête, elles peuvent fasciner leur façon de voir les choses, alors que finalement, la manière de le vivre, peut-être qu'au-delà des étiquettes, il y a du polyamour ou il y a du libertinage. Donc moi, je sais que je travaille beaucoup en dehors des étiquettes pour essayer de voir où se situent leurs envies, leurs besoins, et avec cette notion que tu as évoquée de « ce n'est jamais égalitaire ». Et ça, c'est un gros point sensible, parce que beaucoup de personnes, alors pas toutes, mais il y a des personnes qui viennent par l'aspect militante. Ça, c'est assez récent, c'est depuis plus après MeToo. Mais les personnes qui viennent avec l'aspect militant, elles veulent être égalitaires. Donc du coup, j'en ai, mais qui comptent le nombre de partenaires qu'ils ont vus et le jour entre chaque partenaire. Et tout le monde doit avoir vu le même... ça fait beaucoup de mathématiques pour faire du sexe, mais pourquoi pas. Et donc du coup, ces personnes-là ont vraiment une idéologie qui est bonne,
Mais moi, je dis souvent, en fait, ça doit être équitable. Parce que ce qui va compter, c'est de quoi les personnes ont besoin. Est-ce que cette personne qui est célibataire, est-ce qu'elle veut vivre à plusieurs ou pas? Enfin, il y a toutes ces questions de l'équité qui revient et qui doit être mise au centre. Et après, il y a quand même un dernier aspect, c'est l'aspect sociétal. Parce qu'une des choses qui fait aussi que c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, la société, elle est pensée pour une famille nucléaire, plutôt hétéro, avec des enfants. Et donc, vivre à plusieurs sous le même toit, pour l'avoir vécu, c'est compliqué. L'administration nous renvoie que c'est un peu bizarre quand même. Et donc, en fait, c'est pas si évident. Et puis, même aussi la question des enfants, l'impact que ça peut avoir sur eux d'avoir des parents qui sont dans ces situations-là. Enfin, voilà. Donc, le poids de la société fait que souvent, quand même, on retrouve un modèle hiérarchique, même si les personnes ont envie de s'en détacher. Merci. Merci. Oui, la question de la hiérarchie, effectivement, dans les relations, c'est une question qu'on retrouve aussi beaucoup dans la sphère LGBTQIA+. Il y a certains mouvements qui le montrent. Depuis quelques années, on a une reconnaissance montante, par exemple, des identités aroases, donc aromantiques, asexuelles, qui ont été extrêmement longtemps invisibilisées, voire inexistantes avant même d'être invisibilisées, alors que ce sont des identités qui, comme toutes les autres, ont toujours existé. C'est pas des nouveautés, c'est pas des modes, c'est pas quelque chose qui vient de sortir, c'est une identité qui a toujours existé. Et pourtant, parce que dans ces deux identités, il y avait soit absence de sentiments amoureux, soit absence de désir sexuel et de pratiques sexuelles, c'était des identités qui étaient perçues comme inférieures, moins importantes, moins plausibles et presque moins légitimes à exister. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez récent, hein, cette visibilité un peu plus grande accordée aux identités aroaces. Alors, un peu plus grande, c'est pas gagné d'avance, parce que quand on parle de la sphère LGBTQIA+, certes, il y a le A dans le sigle complet, mais on est encore loin d'une égalité dans toutes les identités que le sigle comporte. Identité à la fois en termes de visibilité, de reconnaissance et d'habitude dans la société de reconnaître et de côtoyer ces identités. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et dans la question de la hiérarchie, il y a aussi quelque chose qui est très important dans la sphère LGBT, c'est la question de la famille choisie. Et ça, je crois que c'est important par rapport aux questions familiales au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire famille de sang, famille génétique. Parce que dans la famille choisie, qui est un phénomène, entre guillemets, très fréquent chez les personnes LGBT, faire famille de manière choisie, c'est très fréquent. Il y a des choses qui se jouent et je trouve que c'est intéressant de constater que hiérarchiquement, la famille choisie est toujours considérée comme inférieure à la famille de sang, alors qu'en fait, les enjeux qui sous-tendent la famille choisie sont tout aussi importants que les enjeux de la famille de sang, si ce n'est plus parfois. C'est-à-dire que si on fait famille de quelque manière que ce soit, c'est parce qu'il y a des choses qu'on veut transmettre. Et c'est parce qu'on a des besoins aussi à trouver dans une famille. Une famille, ça sert à grandir, ça sert à se construire, ça sert à avoir un héritage, ça sert à avoir une mémoire qu'on reçoit, qu'on transmet, ça sert à savoir d'où on vient pour savoir où on va. Ça sert à tout ça, la famille, à avoir des valeurs, à avoir une chronologie qui s'inscrit quelque part. C'est ce que traditionnellement la famille de sang fait et donne. C'est ce qu'on n'a pas quand on est une personne LGBT dans sa famille de sang, parce que voilà, on n'a pas, on nous enseigne pas, que ce soit dans la famille ou que ce soit à l'école, on nous enseigne pas l'histoire LGBT, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas comment se sont construites nos identités, on ne sait pas du coup comment nous on doit construire l'avenir, on ne sait pas tout ça. Et ça, les seules personnes qui peuvent nous le transmettre, ce sont nos aînés LGBT. Ce sont les gens qui ont vécu plus que nous, qui ont plus d'expérience, qui peuvent nous apprendre des choses. Et en fait, c'est pour ça que généralement, on se retrouve à faire famille avec ses aînés, ou parfois même des gens qui ont à peu près le même âge que nous, mais qui ont un peu plus d'expérience. Et c'est ça, en fait, la famille choisie dans la sphère LGBT. Et du coup, je crois que si, pour reprendre la question de la hiérarchie, si cette famille choisie est souvent
un peu négligé, un peu, voilà, un peu laissé de côté dans la façon dont on va hiérarchiser les relations, vues de l'extérieur. Hein, parce que pour les personnes qui vivent une famille choisie, souvent, elle est primordiale. Mais vue de l'extérieur, cette famille choisie va avoir l'air d'être moins importante. En réalité, les valeurs qu'elle véhicule et les ressorts qu'elle fait jouer sont absolument essentiels, de manière égale avec la famille de sang. Merci infiniment. C'est génial ce premier tour. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième question. Merci beaucoup. En plus, vous avez abordé justement un peu la question de la famille. Du coup, on n'aura probablement pas le temps d'aborder du coup aujourd'hui, donc c'est chouette. Vous avez réussi à faire beaucoup de liens. La deuxième question, du coup, elle aborde plus la question du politique qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure déjà. Constanza Pina pose la question: peut-on s'aimer sans dominer? Et donc, ma question, c'est plus quelle est, selon vous et selon votre expérience et vos observations, la place, l'impact de l'engagement politique dans les relations, l'impact du modèle capitaliste hégémonique dans lequel on baigne sur nos manières de relationner, et quels sont du coup vous les rapports de domination que vous observez dans les relations que vous accompagnez ou auxquelles vous êtes confrontés, quels liens vous observez par rapport au modèle cis-hétéro-hégémonique, et selon vous, si vous avez en tout cas quelques pistes de comment sortir de ces dominations, en tout cas comment pouvoir les repenser. On a des exemples qui existent, notamment l'exemple du modèle de l'anarchie relationnelle, qui est parfois utilisé comme modèle idéal parce qu'il permettrait du coup un relationnel plus horizontal. On parlait des hiérarchies justement tout à l'heure, mais qui est aussi utilisé parfois pour justifier des enjeux très individualistes. Ou de liberté qui peut faire l'impasse finalement sur les besoins affectifs des autres partenaires. Donc voilà, ma question c'est un petit peu vous, les rapports de domination que vous observez par rapport à ça, comment ça se passe et comment vous percevez et vous accompagnez ces enjeux. Bon, allez, on inverse le tour de table. C'est moi qui commence. Très bien. Ouais, c'est une question hyper importante que celle des rapports de domination. Il y a, déjà, il y avait la première question dans ce que tu disais, Emma, de choix politique. Là, je reboucle un peu avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le choix politique, c'est non pas celui d'être, mais celui de faire, d'agir en fonction de ce qu'on est. Ça, c'est le choix politique. Je voudrais vraiment insister sur cette idée qui est très souvent quelque chose qu'on nous oppose quand on parle des milieux LGBT. L'identité, que ce soit identité de genre, orientation amoureuse et sexuelle, ça n'est pas un choix et ça n'est jamais un choix. Et vraiment, ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est là-dessus qu'est construite toute la rhétorique extrêmement violente envers les personnes LGBT qui consiste à dire non mais de toute façon vous n'aviez qu'à pas être comme ça, si vous vivez des violences, bah oui mais en même temps il fallait pas choisir ce mode de vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les identités, elles sont intrinsèques, elles ne sont pas choisies. Et donc, ça n'est pas quelque chose qu'on décide. En revanche, ce qu'on décide, c'est d'entrer dans une relation qui est en adéquation avec son identité et de la rendre éventuellement visible en société. Ça, oui, c'est un choix, mais ce n'est pas l'identité qui est un choix. Et après, il y a effectivement certains mouvements qui poussent ça encore plus loin. Je pense par exemple au lesbianisme politique qui consiste pour des femmes qui ne sont pas forcément lesbiennes, mais qui peuvent être bi ou hétéros, à, malgré leur identité, relationner avec d'autres femmes par choix politique, justement pour échapper à une domination hétéropatriarcale. Donc ça, c'est un choix politique, mais ça n'est pas exactement une orientation amoureuse et sexuelle. Donc il y a vraiment une nuance à apporter là-dedans. Mais bon, une fois qu'on a fait le choix politique de rentrer dans une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit sexuelle, ou même qu'elle soit amicale, affective, qui n'est pas hétéro-cis-normée, on n'échappe pas pour autant au modèle de domination. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête, parce que ce sont les sphères LGBTI, dans leur large acception, sont des sphères discriminées, mais pour autant, elles reproduisent aussi des discriminations. C'est pas parce qu'on subit soi-même des discriminations qu'on n'est pas vecteur ou vectrice soi-même d'autres discriminations. Donc les dynamiques de domination, on les retrouve totalement dans ces relations-là. Et c'est pour ça qu'il y a aussi tout un travail de déconstruction à faire sur des comportements qu'on a qui sont parfois
acquis dès la plus tendre enfance, parce que même si on est soi-même une personne LGBT, malgré tout, on grandit, on vit dans un monde qui est hétéropatriarcal, qui est extrêmement sexiste encore, qui charrie derrière lui toutes les autres discriminations, et du coup, il y a beaucoup de systèmes de domination qui se reproduisent. Alors, soit sur des questions intersectionnelles de racisme, de validisme, de grossophobie, et on ne va pas faire la liste, mais on les a en tête. Donc, soit sur des questions intersectionnelles, soit sur des reproductions de violences de genre qui peuvent très bien exister, y compris dans les couples de même genre. C'est pas parce qu'on a dans un couple le même genre qu'on ne reproduit pas des modèles de violence de genre. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut encore travailler, parce que les personnes LGBT, comme toutes les autres, sont pétries justement de ce système de domination dans lequel on vit, et c'est compliqué d'en sortir. Donc effectivement, sortir de cette image un peu de parce qu'on n'est pas dans une normativité relationnelle, on échappe au système de domination, non, c'est absolument pas vrai. Merci beaucoup. J'avais envie, alors du coup ça fait beaucoup de choses à dire, c'est très difficile de focus, mais tu as parlé de la façon d'entrer avec un choix politique. Dans ma clinique, ce que j'ai analysé, c'est complètement une hypothèse, donc pas du tout vérifiable, désolée, donc vous pouvez complètement être en désaccord, mais ce que j'ai constaté, c'est que j'avais un peu en tout cas dans les patients-patientes qui venaient, il y a un peu 3 types de modes d'entrée dans la non-exclusivité. Et il y en a un mode d'entrée que j'appelle extrinsèque, un peu extérieur à soi. C'est un peu ton exemple. C'est un peu, tiens, j'ai couché avec ma meilleure amie et finalement on va devenir un couple. Ou tiens, je suis hyper amoureux de mon mari, mais je rencontre une superbe personne à la machine à café et là les personnes tombent amoureuses. Donc c'est toutes les situations extérieures qui les amènent à la non-exclusivité. Et parmi elles, des fois, ça peut être aussi un moment d'infidélité, quelque chose qui est vécu où les personnes vont se réinterroger sur est-ce que la monogamie, ça nous convient. Le deuxième mode que j'ai beaucoup observé après MeToo, c'est le mode justement que j'appelle idéologique, où là, les personnes viennent avec une vraie volonté de conscience politique, de choix, post-MeToo, d'avoir envie de plus être dans ce modèle un peu hétéronormatif, monogame, et donc d'embrasser une autre forme de non-exclusivité, ce qui des fois peut aussi faire du mal, parce que du coup j'ai vu des personnes qui souffraient de la non-exclusivité, mais se disaient mais je ne peux pas redevenir monogame, parce que pour eux il y avait quelque chose dans leur choix idéologique et c'était trop dissonant. Et il y a un troisième mode que j'appelle plus intrinsèque, où là, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était des patients-patientes qui vivaient les choses comme mes autres patients ou patientes qui pouvaient avoir de l'homophobie intériorisée. C'est-à-dire que c'est des personnes qui souvent ont été pendant des années, très longtemps, infidèles, qui le cachaient, qui n'osaient pas en parler, et qui me disent mais je n'arrive pas à être monogame. C'est des personnes qui m'ont dit plein de fois mais j'aimerais qu'on me soigne, comme s'ils souffraient en fait vraiment de cette incapacité à être monogame et exclusif. Et contrairement aux personnes dans le milieu qui viennent par la porte d'entrée idéologique, ces personnes n'en parlent pas du tout parce qu'ils ont honte, ils culpabilisent, etc. Et donc, alors on peut être un peu détroit et on peut passer de l'un à l'autre, etc. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête qu'effectivement, ça peut être un choix, mais il y a des personnes pour qui ce n'est pas forcément du tout un choix, et même qui en souffrent, avant de réussir finalement à accepter et à leur faire comprendre que c'est pas grave, que tout va bien, enfin voilà, d'aller un peu dans cette vision-là. Donc ça, c'était le point sur lequel j'avais envie de réagir en t'écoutant. Tu as parlé d'anarchie relationnelle. C'est vrai qu'il y a un peu cette quête au meilleur non exclusif qui arrivera à être le plus éthique possible. Moi, c'est quelque chose que je trouve qu'il faut déconstruire aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas d'endroit qui est parfait, il n'y a pas d'endroit qui est mieux que les autres. Et l'anarchie relationnelle, en plus, en pratique, ça ressemble déjà à des choses existantes, et souvent, c'est quand même très hiérarchique, même si l'idéologie est un peu différente. Mais dans il y a quelque chose qui vibre. Pas de souci. Mais dans cette question quand même du rapport à la domination, il est intéressant aussi dans le sens où, moi, il y a quelque chose que j'ai observé dans ma clinique, c'est que les personnes qui étaient non exclusives il y a
longtemps, enfin moi c'est des milieux que je connais depuis plus de 20 ans, avant il y avait un peu un modèle coopératif, alors ça désolé je viens de l'enseignement, donc, ou en tout cas il y avait une approche qui était assez coopérative dans la mise en place de celle-ci, avec une idée de bon on va essayer de voir qu'est-ce qui est ok ensemble, on essaye d'avancer ensemble. Aujourd'hui, il y a un modèle que je vois qui est apparu, qui est plus libertarien. Je ne sais pas si vous voyez un peu le libertarisme, c'est un peu cette vision de choisir pour soi de façon individuelle. Alors, encore une fois, c'est très positif, parce qu'il y a cette idée d'avoir sa souveraineté à soi et donc de choisir pour soi, mais pousser un peu à l'excès, ça donne, et notamment dans des formes d'anarchie relationnelle, des biais de consentement énormes de « Ah non, mais moi... et je vois des violences horribles des personnes qui sont à deux doigts, mais vraiment, hein, je ne rigole pas, de personnes qui sont à deux doigts de s'ouvrir les veines, et la personne dit c'est mon corps, c'est mon choix, j'y vais ». Et les personnes vont aller rencontrer d'autres personnes, même si ça fait souffrir, etc. Donc il y a différents modèles comme ça qui apparaissent aussi, qui sont aussi des fois associés à une belle idéologie politique, parce que l'idée de choisir pour soi, c'est tout à fait honorable, mais ça peut aussi engendrer des violences, donc c'est compliqué. Et ensuite, il y a toute la question, ça rejoint la question du consentement finalement. À quel moment les personnes peuvent tomber en faisant un choix dans une facette où ils peuvent finalement être dans une forme d'agression de l'autre ou pas. Enfin, moi, je trouve que c'est une question qui est très complexe, j'ai pas de réponse dessus. Mais, et puis aussi dans ce qu'on a vu, le sexe positif, le libertinage, dans les façons de vivre les choses, il y a aussi ce qui est complexe, c'est la difficulté de se défaire de ce qui existe déjà. Et ça, moi je trouve que par exemple le milieu libertin, il a été à raison beaucoup pointé du doigt pour reproduire des modes, des façons très hétéronormatives dans les tenues. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations qu'on peut faire entre le travail du sexe et le milieu libertin dans les tenues, dans les codes, dans les lieux, etc., etc. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, c'est des choses qu'on retrouve aussi, mais dans d'autres facettes, et notamment quand j'avais des patientes qui me parlaient dans des événements sexpositifs où « Ah, mais j'ai fait hyper confiance à cet homme qui portait des robes et qui avait des paillettes et que j'ai cru super déconstruit, etc. » mais qui, par aussi un biais de consentement, quand il y a le biais de le pied dans la porte, où on va tout le temps questionner l'autre sur si c'est OK, et finalement la personne n'arrive plus à se concentrer, vont vivre des violences, vont vivre finalement des situations qui vont être très difficiles. Et au-delà de ça, il y a aussi, moi je crois que malgré tout, notre système hétéronormatif, il façonne, comme on l'a dit, les personnes à avoir des comportements, et notamment les femmes à être un peu des, entre guillemets, travailleuses du sexe gratuits, parce qu'on leur apprend à être désirables, à être désirées, à répondre aux désirs des hommes. Et il y a quelque chose qui m'a choquée dans ma pratique, c'était par exemple d'entendre des hommes, cis, hétéros plutôt, désolé, de dire... Ah non mais moi, non mais maintenant le milieu libertin j'y vais plus, ça coûte trop cher, c'est moins cher le milieu, les soirées sexpo, ou c'est moins cher tel environnement. Et donc finalement, ça vient montrer que des fois même sous du vernis, on peut retrouver à plein d'endroits des violences et qu'il n'y a pas de milieu safe. En fait, on peut essayer, mais il n'y a pas de milieu safe, c'est très compliqué. Et puis au-delà de ça, il y a aussi, on ne l'a pas abordé là, mais les questions aussi de classe sociale. Le milieu sexpositif, aujourd'hui, ça monte, mais quand je vois qu'il y a des soirées ou des week-ends à 600 € ou 500 € le stage, je me dis à qui est-ce accessible, mais aussi les questions raciales. C'est des questions, de voir que c'est quand même des environnements blancs de peau, etc. Donc, les rapports de domination, je pense qu'ils sont à plein d'endroits, et il ne faut pas oublier que voilà, c'est la façon dont on le vit, même si on a l'impression qu'on est en train de tout faire exploser, je pense qu'il y a plein d'endroits où finalement ça se revit, mais sous d'autres vernis. C'est pas très positif. Mais... Si, merci beaucoup. C'est important de rappeler effectivement la question des classes sociales qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'évoquer, mais du coup, effectivement, de rappeler qu'au même titre que dans la table ronde précédente, c'était un petit peu évoqué, on n'est pas tous égaux et égales dans la manière, effectivement, d'accéder à ces diversités relationnelles aussi. Ouais. J'avais envie de rebondir là-dessus. Merci d'avoir abordé la question des classes sociales. C'est souvent une des critiques qui est faite contre la communauté polyamoureuse d'être axée surtout sur les personnes blanches et bien nanties, classe moyenne supérieure. Et souvent, en effet, on va être
confrontée aux inégalités financières du fait que si on a plusieurs partenaires et qu'on veut passer un week-end d'amoureux à la montagne, si on a 3 partenaires, ça fait 3 week-ends d'amoureux à la montagne et le budget explose rapidement. Et lorsque j'écrivais Compersion, je m'étais rendu compte, et j'avais pas voulu aller dans cette direction-là, mais je m'étais aperçue que dans ma propre expérience, mes plus tragiques crises de jalousie, il y avait toujours une dimension de stress financier qui était sous-jacent. Si j'avais un stress financier important, il y avait des chances que ce stress-là ait un impact sur ma vie relationnelle. Et pourtant, quand on parle d'amour, on s'imagine que c'est le truc le plus déconnecté possible des questions financières et de l'argent et tout. Et non, ça a même déjà été démontré que lorsqu'il y a la récession, les gens ont moins de sexe. Donc, on ne peut pas déconnecter l'amour et la sexualité des questions financières. Et dans une soirée partage avec d'autres polyamoureux, il y avait une fois une Colombienne qui parlait de comment se vit le polyamour en Colombie, ou plutôt comment c'est impossible de vivre le polyamour en Colombie. Elle disait, on vit dans une toute petite maison, toutes les générations ensemble, il n'y a pas une chambre à coucher où on peut dire, je vais amener mon amoureux ou mon amoureuse, et c'est pas le cas de quelques exceptions. Disons, dans une communauté, tout le monde est dans la même situation. Donc, si on veut avoir une soirée d'amoureux, il n'y a pas un endroit où aller, à moins d'être très, très riche et de pouvoir se payer un hôtel. Mais du coup, c'est comme de dire que, en Colombie, le polyamour est inaccessible à la très, très grande majorité. Et ça m'a amené à faire, mais si on croit que le polyamour devrait être accessible à tout le monde et pas seulement à une classe élevée, on est obligé d'être anticapitaliste, on est obligé de s'opposer au système tel qu'il est et la façon dont il maintient les inégalités sociales et économiques. Et c'est la première fois que je réussis à le dire en public, parce que j'ai déjà essayé de dire ça pendant un tournage télé, et aussitôt que j'ai dit la phrase, ils ont fait « Couper, on reprend et tu dis pas ça ». C'était pas acceptable. Donc, je suis contente de pouvoir mettre des mots dessus aujourd'hui. Je pense qu'on a quelque chose de politique très fort à travailler. Merci beaucoup. Effectivement, je vais rejoindre tout ce qui a été dit. Alors, sur un exemple un peu précis sur effectivement le milieu sexpo, parce que c'est une grosse critique du milieu sexpo. C'est par exemple, il y a des événements qui sont accessibles si on a fait des ateliers avant sur le consentement. Bon, donc en gros, on peut aller à un premier événement, si on n'a pas fait d'atelier ou un atelier, il n'y aura pas de sexualité. Et en fait, plus on a fait des ateliers sur le consentement, plus on peut avoir accès à un espace de sexualité et de nudité. Voilà. Bon, sur le principe, on est quand même plutôt assez OK sur la question notamment de l'éducation, en plus de pouvoir nommer. Mais c'est vrai que ça pose vraiment la question du capital culturel et intellectuel. Et il est vrai que pour avoir fréquenté le milieu sexpo, il n'y a pas de personnes racisées ou très peu, ou alors qui sont... On pourrait se poser la question d'une sorte de performativité, dans une fétichisation. Bon, voilà, ça reste des hypothèses, mais en tout cas, il n'y a pas de personnes racisées. Il y a assez peu de personnes grosses, même si je trouve que sur la question du corps, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus OK, effectivement, que le libertinage, qui est extrêmement genré, où voilà, une femme doit être en jupe obligatoirement. Enfin, là, c'est un peu plus différent, Et du coup, je voulais aussi effectivement rejoindre sur la question totalement anticapitaliste. Je suis d'accord, ça fait du bien de pouvoir le dire. Et notamment sur ce que tu disais sur le risque un peu de l'individualisme aussi là-dedans. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de toutes les questions qu'on pose, on est quand même aussi pétri d'un modèle capitaliste néolibéral qui est basé quand même sur la consommation et l'avoir. Et on est juste en train d'avoir et de consommer pour soi et de capitaliser tout un tas de choses, y compris les relations et les personnes. Et on est modélisé là-dessus, et en plus, c'est par l'acte et le passage à l'acte et tout ce que ça peut générer aussi de dopamine et de trucs très, très agréables intérieurement, de pouvoir aller consommer, agir.
Et peut-être qu'il y a un retour là à faire aussi sur soi de manière. Et je sais pas, j'avais envie en tout cas de parler de ça. C'est peut-être un petit peu cucul la praline, mais je le tente. Le risque de l'amour, oui, voilà. Non, mais en fait, de se dire que en fait, relationner l'amour, peu importe si d'ailleurs il est amoureux, affectif, sexuel, familial, amical, tout en même temps, quasiment rien. Enfin bon, en fait, c'est prendre un risque. De toute façon, on risque quelque chose et de toute façon, on va se laisser transformer. De toute façon, en fait, on va y laisser quelque chose de soi et l'autre va y laisser quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un endroit où on va prendre quelque chose de soi et on va se dire, bah ça, là, je te le laisse et je sais pas dans quel état je vais le retrouver à la fin, au cours de cette relation. Donc oui, il y a un risque. Donc oui, il y aura un peu de souffrance. Et en même temps, bien sûr, l'idée, c'est de la limiter, de la penser, hein, bien entendu. Mais il y a un peu l'idée aussi où que c'est aussi être dans la vie que de se laisser transformer, que de blesser, en tout cas, un peu accès à une certaine vulnérabilité dans toutes les conditions, bien sûr. Voilà. Mais je voulais aussi parler de ça parce que je pense que c'est aussi l'essence d'une relation, c'est aussi qu'on prend un risque avec l'autre, quoi. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup à toutes les quatre parce que vous avez vraiment réussi à développer cette question chacune à votre manière et de façon très complémentaire, très concrète et très riche. On passe peut-être aux ressources directes ou si tu veux on passe aux questions. Moi, je pense qu'on peut passer aux questions. Vas-y, alors, donc, si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'ai 2 questions en Zoom, ok. Donc, on a 2, très bien. Je vous propose de vous donner les 2 questions que j'ai ici. Comme ça, intervient qui souhaite et comme ça, on peut commencer à prendre les questions assez rapidement. Donc, on a une question sur le couple libre. Qu'en est-il du couple libre et plus précisément, comment aborder avec son partenaire l'idée d'ouvrir sa relation ? Et la deuxième question concerne neuroatypie et polyamour. Qu'est-ce que vous pensez respectivement des porosités entre les communautés neuroa et polia et comment vous expliquez ces porosités ? Je voulais choisir qui. Ouais, c'est bon, vous m'entendez. Alors, la question du couple libre, c'est vrai qu'on ne l'aborde pas souvent, mais parce que... Comment dire parce que souvent, il n'y a pas de concept très fort autour du couple libre. Enfin, ça dépend. Si on part de l'amour libre en lien avec l'anarchie d'il y a plusieurs années ou des années 68, etc., oui, il y a des choses à dire. Mais aujourd'hui, en tout cas en termes pratico-pratiques dans ma clinique, le couple libre, c'est souvent un couple qui, en début de relation, dit « oui, bon... on a le droit, quoi. En gros, c'est un peu s'autoriser les accidents de parcours et les choses un peu sur le côté, mais ou qui n'ont pas envie de se dire complètement monogames. Mais il y a peu, en tout cas dans ma pratique, j'ai peu de personnes qui affirment fortement une identité de couple libre, etc. Ou souvent, celles et ceux qui le revendiquent, ça va être vraiment, en gros, c'est un couple monogame un peu classique, mais qui s'autorise des extras, quoi. Qu'on s'autorise, si tu rencontres quelqu'un une soirée, il peut se passer quelque chose. Souvent, c'est ce qui revient. Comment faire pour en parler à un partenaire ? J'ai envie de dire le droguer. Non, je rigole. Non, c'était pour faire une blague, parce que voilà. Non, comment faire pour en parler ? J'ai envie de dire, c'est toujours un sujet délicat, parce que soit vous savez si votre partenaire, il est déjà ou elle est déjà un peu OK sur ces sujets-là. Sinon, moi, je propose de faire le truc que tout le monde fait de tiens, j'ai entendu parler de, ou j'ai vu un documentaire qui parle de. Généralement, vous allez sentir à quel point la personne vous dit ah ouais, ou jamais de la vie, je pars si tu m'en parles. Déjà, ça donne souvent des indications. Après, c'est la question aussi de à quel point les personnes ont envie ou besoin de l'affirmer et qu'est-ce qu'ils auront envie d'affirmer ou de vivre. Et pour ça, faut réussir à ouvrir le dialogue en passant par des supports, ça peut aider. En allant rencontrer d'autres personnes aussi, ça peut aider parce que seul, c'est quand même des fois très difficile. Et puis, il faut imaginer, on a beaucoup parlé de la famille, mais parce que, encore une fois, là, on voit, en tout cas, moi, je vois dans ma clinique que, oui, c'est entre guillemets, je mets des gros guillemets, facile si on n'a pas d'enfants, etc. Mais à partir du moment où les personnes, si ils ou elles sont en couple depuis 25 ans et qu'un jour, ils doivent dire, bon, en fait, maintenant, on ne sera pas 2, mais on sera 3, c'est des risques de rupture et aussi économiquement peut-être se retrouver seul à la rue. Enfin, voilà. Donc du coup, c'est des sujets qui sont très compliqués. Donc moi, je dis toujours quand même voir un peu, tâter le terrain avant, ça peut être bien, pour voir et de se faire accompagner. Et la deuxième question, j'ai quand même oublié. Neuroatypie et ah oui, neuroatypie. Alors c'est compliqué. Alors en tout cas, j'ai pas en tête d'études vraiment précises sur ce sujet. Ce que je peux dire dans ma clinique aussi, j'ai beaucoup de personnes du milieu LGBT.
j'ai beaucoup de personnes neuroatypiques. Caroline Koff en a parlé tout à l'heure. Enfin, voilà, les personnes qui peuvent être neuroatypiques peuvent du coup voir aussi les relations et ne pas forcément percevoir les codes de la même façon. Donc je pense qu'il y a des liens, en tout cas, vis-à-vis aussi de cette idée de la même façon que les personnes peuvent se dire mais pourquoi les gens délirent avec les genres. J'ai beaucoup de personnes neuroatypiques qui me disent un peu pourquoi les gens délirent avec le fait d'être à deux et pour qui ça peut sembler très fluide et très naturel. Mais voilà, après, encore peu d'études sur ce sujet. Merci. Est-ce qu'on prend des questions dans la salle, peut-être? Une ou deux. Apparemment, vous aviez une question. Mais d'abord, merci pour cette table ronde qui était vraiment excellente et puis qui m'a fait beaucoup réfléchir à plein de choses. Moi aussi, dans ma pratique, je reçois beaucoup de thérapie relationnelle, couchage-couple, et une des problématiques les plus courantes qui arrive est là. Et je suis très sensible parce que vous avez parlé de la question de la liberté et de l'impact d'une pensée très capitaliste au fond derrière ça. Et je voulais voir comment vous travaillez ça. Moi, j'oppose beaucoup ça à la question qui est l'autre côté de la liberté, qui est celle de la responsabilité. Parce qu'en fait, effectivement, le couple, c'est une institution sociale, mais qui a charge aussi de s'occuper d'enfants, de s'occuper de parents. Et ce n'est pas qu'un espace d'interaction sexuelle. Donc, Bien sûr. comment abordez-vous ça ? Alors c'est vrai que c'est un gros sujet, c'est une grosse question. La question de la responsabilité, elle est hyper importante, effectivement. Moi, j'essaye beaucoup de ramener, parce que derrière l'engagement, souvent, il y a vraiment cette idée de responsabilité. Et d'où l'idée aussi, des fois, de parler aussi de travail un peu coopératif. Enfin, moi, en tout cas, j'essaye de jauger à quel point les personnes sont prêtes ou prêts à aller vers un travail, entre guillemets, coopératif, dans le sens de on va veiller à la responsabilité des besoins mutuellement des uns, des unes et des autres, ou plutôt individualiste, et des fois, voilà, les personnes n'ont pas envie. Pour ça, moi, je sais que souvent, j'utilise un peu la carte, entre guillemets, enfin, c'était un truc que j'avais étudié pour mon mémoire, du joker. C'est-à-dire, est-ce que les personnes sont prêtes à mettre un joker? En gros, est-ce que s'il ou elle s'ouvre, si à un moment, il y a une personne qui est vraiment en souffrance, prêt à avoir des idées suicidaires ou je ne sais quoi, et qu'il se passe quelque chose, est-ce que la personne peut dire « là, c'est trop dur pour moi, je vais vraiment extrêmement mal, je voudrais un joker, par exemple, je préférais que tu n'y ailles pas ». Il y a des personnes qui me disent « ah non, moi, c'est hors de question, moi, c'est mon besoin primordial, et donc je choisis ma liberté, finalement, avant on va dire, ce travail un peu coopératif, dans le sens d'être responsable du besoin de l'autre, parce qu'il y a une co-responsabilité. Ou des fois j'ai des personnes qui vont me dire oui c'est bien sûr, je vais prendre soin mutuellement de l'autre. Donc moi je fais beaucoup un peu ce travail sur voir à quel point les personnes vont choisir plutôt de la liberté versus ce travail un peu de besoin d'être individualisé. Et après, je crois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, des fois, viennent avec cet enjeu-là, mais finalement, en tout cas, c'est une hypothèse que j'aimais, je pense qu'il y a des personnes qui viennent avec ça, mais finalement, qui vont pousser le trait de la liberté, c'est-à-dire qu'elles vont se dire, moi, je ne veux pas de ce joker, moi, je veux y aller à fond, c'est mon besoin, et finalement, des fois, c'est aussi le besoin de faire exploser finalement la relation qui est déjà là, sauf que être infidèle, c'est pas cool. Être polyamoureuse, c'est mieux accepté. Donc du coup, eh bien, moi je vois beaucoup de personnes qui vont faire exploser leur modèle qui existait déjà, mais sous couvert plutôt de polyamour plutôt que d'infidélité. Et dans ces cas-là, ça explique pourquoi ces personnes n'ont pas envie d'être responsables du besoin de l'autre. Je sais pas si ça répond un peu, mais après je peux. Oui. S'il y en a d'autres. J'ai tendance à dire que dans cet esprit-là de coopération, si on veut être totalement libre, il ne faut pas être polyamoureux parce qu'il y a encore plus de gens qui ont encore plus de besoins. Donc, Peut-être moi je rajouterais que moi je travaille beaucoup avec la différence entre sacrifice et compromis. Et entre négociable et non négociable. Bon, ça dépend comment, voilà. Mais il y a un peu l'idée que effectivement la base du couple, en tout cas de la relation, c'est de pouvoir effectivement être dans la coopération et on va faire des compromis. On peut pas tout avoir, ce sera pas idéal. Donc c'est aussi la question de l'idéal et de la réalité. Mais par contre, ce n'est pas sacrificiel non plus. C'est-à-dire que c'est pas à tout prix.
Et donc, c'est essayer de travailler avec les personnes sur cette jauge-là, ce curseur-là qu'ils mettent. Et puis, si, a priori, on peut partir du principe que s'ils travaillent là-dessus sur eux, ça va être plus simple de leur en parler pour l'autre aussi. Leur dire, voilà, vous avez travaillé sur cet endroit-là, c'est un sacrifice compromis, non négociable, négociable. Bon, du coup, où se situe l'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, c'est un sacrifice pour lui. Bon, comment on fait? Enfin, voyez, mais en tout cas, de mettre des curseurs et de poser des limites. Merci. Ouais, je te laisse. On va devoir clore là-dessus pour les questions. Je suis désolée, c'est un peu frustrant, mais on manque un petit peu de temps. Peut-être que les questions pourront se poser sur des temps informels entre deux. On vous a mis là quelques ressources proposées par les personnes qui ont participé à cette table ronde. Voilà, on les laisse un peu si vous souhaitez les voir. Dans les ressources, il y a des podcasts, des ouvrages, des bandes dessinées. Il y a des ressources en français et en anglais. Désolé, mais vraiment, on a des ressources que en anglais qui sont vraiment très, très précieux. Et il y a des références anglais, mais qui en fait sont traduites en français. Donc il y a des petits pièges, donc n'hésitez pas à vérifier. The Ethical Slot a été traduit la salope éthique. Ah, vas-y. Alors moi, j'ai rempli le dossier en retard. Enfin, en tout cas, au départ en avance, puis ensuite en retard. Donc, j'ai pas mis... Enfin, il y en avait que j'avais déjà mis. Mais j'avais envie quand même de vous proposer de lire des choses autour de l'anarchie. Parce qu'en fait, c'est des sujets, on a l'impression que c'est super récent, mais c'est pas... Enfin, il y a des choses dont on entend parler depuis très longtemps. Emma Goldman a écrit dessus aussi. Et donc, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes. Surtout, comme on l'a dit, il y a beaucoup de liens entre capitalisme, non-exclusivité, etc. Donc, c'est des choses vraiment que je vous invite à lire. Il y a Françoise Saint-Père qui n'est pas notée ici, mais qui est aussi très connue sur les amours pluriels. Et en finir avec le couple aussi de Stéphane Rose, qui parle aussi justement un peu qui revient à ce que tu disais, si vous voulez pas vous prendre la tête, prenez pas de relation non exclusive, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là pour ce matin. Merci vraiment pour vos retours à toutes.